Bienvenue pour la poursuite de ce cycle donc, sur le digital au cœur de la démarche RSE. Alors vraiment une démarche concrète, là on va parler avec Mondial Relais, on va parler de l'optimisation des plans de transport et de réduction des émissions CO2. Et Mondial Relais, pour cela, c'est vraiment là, le cœur de métier, là, le transport. Pour le coup, on ne peut pas l'accuser de se dire ah bah oui, mais il y a d'autres choses aussi. Bah oui, enfin c'est surtout quand même cet aspect-là qui est très important et donc qui a été accompagné par Eurodécision. Et donc on a avec nous Benoît Boquet qui est directeur logistique. Alors, logistique centrale, je ne sais pas, vous nous expliquerez, de Mondial Relais. Et puis Mohamed Longo, qui est responsable du pôle conseil supply chain chez Eurodécision. Messieurs, vous avez donc environ 3 quarts d'heure. On va essayer de pas trop dériver cette fois-ci, mais c'était de ma faute. Voilà, à tout de suite. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Benoît Boquet. Donc, je suis directeur logistique centrale chez Mondial Relais. La logistique centrale correspond à ce qu'on appelle au middle mile. Donc, j'ai en charge les activités de transport poids lourd entre nos sites, principalement, ainsi que les activités sur les hubs centraux et les hubs de cross-dock. On va venir le détailler un petit peu plus tard dans la présentation. Et puis, je suis accompagné, effectivement, de la société Eurodécision à qui nous avons fait appel. Bonjour à tous, merci d'être là. Je pense qu'on va commencer. C'est bon, Benoît. Merci Mohamed. Donc je vais vous présenter Mondial Relais en quelques slides sur notre activité. Donc Mondial Relais est le fruit d'une longue histoire et qui a démarré par la grève de la Poste en 1974, une première grève. Et les sociétés historiques du groupe 3 Suisse avaient des difficultés à distribuer leurs colis. Donc, il y a une initiative qui a été faite de faire un réseau privé. Et en 1997, la société Mondial Relais voit le jour au sein du groupe 3 Suisse et au service du groupe 3 Suisse. En 2007, la société Mondial Relais prend de plein fouet la crise de la vente par correspondance et se pose des questions. Et se pose des questions pour pouvoir continuer à survivre et à croître, et s'ouvre sur 2 sujets, l'internationalisation tout d'abord, et aller chercher des clients à l'extérieur des historiques de la vente à distance. Et donc c'est comme ça que la société Mondial Relais s'étend en Europe et commence à adresser tout d'abord des petites sociétés, des start-up, et puis du e-commerce, du e-retail dans un premier temps, et puis et de s'étendre de plus en plus. Et par la suite, Mondial Relais va également adresser ce qu'on appelle le C2C, et c'est comme ça que dans les années 2010, entre 2010 et 2020, a cru les volumes, en particulier sur la partie C2C, et tout dernièrement en particulier avec des clients comme Vinted ou Le Bon Coin, qui sont des clients importants pour Mondial Relais. En 2021, Mondial Relais, qui était une ancienne filiale du groupe 3 Suisse, donc qui appartenait qui était une société qui appartenait à la fois une filiale du groupe Auchan et une filiale du groupe Auto, a été revendu en totalité au groupe InPost. Le groupe InPost est un groupe polonais, leader du locker en Pologne, implanté également en Angleterre et en Italie. Et donc depuis 2021, le rachat par InPost, Mondial Relais vient ajouter à son offre de service les lockers multimarques. Alors, comme je vous le disais, donc, nous sommes implantés sur 9 marchés. L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, le Pays-Bas, la Belgique, ainsi que la Pologne. Au total, nous avons plus de 30 000 lockers ou consignes automatiques. Nous avons 28 200 points relais. Là, c'est
l'historique du groupe Mondial Relais, donc plutôt la couleur rouge que vous voyez sur cette carte-là. Et nous adressons maintenant 9 marchés ainsi que des flux entre ces marchés. Là, vous voyez depuis 1997 jusqu'en 2023 l'évolution de notre parc. Et vous voyez qu'en 2023, sur l'activité en France et Benelux, nous avons plus de 12 000 points relais et 4 000 lockers actifs. Nous allons en 2024 devenir le premier réseau de lockers en France. Le point relais, en tout cas la livraison hors domicile, la livraison hors domicile, c'est l'ambition du groupe InPost, c'est d'être le leader de la livraison hors domicile en Europe. Et aujourd'hui en France, c'est près de 7 cyberacheteurs français qui ont adopté la livraison hors domicile. La livraison hors domicile, ça permet d'éviter les passages à domicile avec des soucis. Ça permet aussi, grâce au locker, de pouvoir retirer son colis à proximité de chez soi, à proximité de son travail, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, plus de la moitié des Français a recours au service de livraison de colis hors domicile. Les chiffres clés de Mondial Relais, donc ce sont les chiffres définitifs de 2022, 177 millions de colis qui ont été distribués. Là, en ce moment, c'est la pique, c'est plus de 1 million de colis qu'on transite sur nos sites en ce moment même, et qui ont été livrés donc dans les points de proximité. C'est 1400 collaborateurs, 3 millions de comptes clients, donc vous voyez, on adresse des grands comptes, on adresse des Vinted, on adresse des Amazon, mais on adresse aussi des petits comptes qui font quelques colis, les SME qui font quelques colis par jour ou par mois même. Nous avons en 2022 31 agences de distribution en France, on le verra plus loin, on est en croissance aussi, parce qu'une des façons aussi d'améliorer notre empreinte carbone, c'est d'être au plus près de nos clients, et donc nous augmentons également notre réseau d'agences du dernier kilomètre. 5 hubs en France en 2022 et nous en avons également en Europe, en Espagne en particulier et en Belgique. Les valeurs de Mondial Relais aujourd'hui, c'est la proximité, c'est l'innovation avec ces lockers et grâce notamment avec ce rachat stratégique par le groupe InPost, c'est la praticité. On a un QR code, ça ouvre un compartiment, c'est livré en moins de 15 secondes en moyenne. C'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou proche, c'est chez mon fleuriste qui est au coin de ma rue. C'est sûr parce qu'il y a des contrôles, il y a des codes barres de vérification. Et puis c'est également flexible parce qu'on peut également prendre différents choix, le plus pratique pour soi. Vous voyez ici la courbe qui représente la croissance en nombre de lockers. Donc vous voyez, on a quasiment démarré fin 2021 avec 0 locker. Aujourd'hui, on en a plus de 4000 actifs et on a environ 500 000 casiers actifs ici sur le mois de novembre 2023. Et on prévoit encore d'ouvrir 3000 nouveaux lockers l'année prochaine. Mondial Relais n'est pas le seul opérateur sur le locker. Néanmoins, nous avons, grâce à une enquête, réalisé que nous avions le meilleur Net Promoter Score, puisque aujourd'hui, on a un NPS à 34 sur notre service en locker. L'innovation, c'est aussi au cœur de Mondial Relais, puisque le groupe InPost, je vous disais, qui était leader sur le marché polonais de la distribution hors foyer, en particulier au travers des lockers, mais c'est aussi un projet industriel, puisque InPost intègre la fabrication de ces machines et de ces consignes. Et donc, on a un service intégré de R&D et on fabrique nous-mêmes les consignes et les consignes de demain où il y aura plus d'écran, des consignes qui vont être passives, qui n'auront plus besoin d'électricité. Voilà. Donc on a notre propre département R&D sur ce côté livraison du dernier kilomètre aussi. Et puis une grande nouvelle, vous l'avez peut-être vu sur LinkedIn, on a fait un petit peu de bruit là-dessus. Mondial Relais
vient de signer un contrat de partenariat avec le Tour de France. Donc, à partir de 2024, on parlera de nous beaucoup au mois de juillet. On fera beaucoup de communication autour de ce partenariat avec le Tour de France, qui est aussi un signe commun avec nous de proximité avec les consommateurs pour nous. Les engagements de Mondial Relais, là, on va commencer à aborder le sujet de la responsabilité de l'entreprise. Donc, la responsabilité de l'entreprise, elle se traduit concrètement sur 3 piliers. C'est 1, changer la vie de nos clients pour être plus durable, protéger la planète et satisfaire nos collaborateurs et nos partenaires. Les 3 piliers sur lesquels nous travaillons, et on va s'appesantir sur l'empreinte carbone, rassurez-vous. Donc je vais passer rapidement, mais le premier sujet, par exemple, de la promotion de la consommation durable, eh ben nous sommes un vecteur important de la seconde main, puisque les colis Vinted ou les colis Le Bon Coin que vous utilisez transitent majoritairement au travers du réseau Mondial Relais. Nous avons vraiment un modèle économique tout à fait complémentaire avec la seconde main, puisqu'on est sur un mode de distribution économique. Ce n'est pas un modèle express et vertueux en termes d'empreinte carbone. On protège aussi en parallèle la biodiversité en ayant un soin important à l'ouverture de nos nouveaux sites. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ouvrons aussi pas mal de sites pour nous rapprocher des clients. Et on a des critères de sélection en étant BREEAM Very Good, etc. Donc en respectant un certain nombre de critères environnementaux pour les bâtiments et jusqu'à être passif pour certains de nos entrepôts. Voilà, donc là je vais passer rapidement, mais on anime aussi auprès de nos collaborateurs, auprès de nos clients, avec des applications ludiques, et on travaille évidemment sur la réduction de nos émissions de carbone. Je vais vous parler aujourd'hui plutôt de la partie middle mile, mais nous travaillons aussi sur la partie last mile. On électrifie notre flotte pour la distribution du dernier kilomètre de plus en plus. On réduit les distances et on travaille sur la partie poids lourd, donc line haul, celle qui nous intéresse ici aujourd'hui, en particulier sur 2 axes. Le premier des axes, c'est la réduction du kilométrage complet, et un autre axe qui est aussi le remplissage des camions. Tout ça, puisque chez nous, le KPI qui traduit ce cercle vertueux, c'est le nombre de kilomètres par colis que l'on parcourt pour les distribuer. Nous intégrons évidemment nos salariés à cette démarche avec un certain nombre de challenges et un certain nombre d'incentives pour les mobilités douces. Et nous sommes également engagés auprès d'associations avec lesquelles nous avons des accords. Mondial Relais, c'est aussi des partenaires, les points de collecte. Alors, j'ai parlé beaucoup des APM, mais on a également le partenaire avec la station-service du coin de la rue ou le fleuriste. Et donc, on s'attache aussi à ce que nos partenaires ou nos fournisseurs puissent aussi suivre les mêmes impératifs que nous nous fixons avec nos transporteurs, avec nos collaborateurs. Je vais passer la parole à Mohamed pour présenter Eurodécision. Alors, je vais rapidement présenter Eurodécision. Vous pourrez venir au stand B14 si vous avez des questions pour aller un peu plus dans le détail. Donc nous, on est une société spécialisée en mathématiques décisionnelles et en IA. Donc nous concevons, déployons et maintenons des solutions d'aide à la décision à base d'algorithmes avancés. Nous sommes à peu près une soixantaine d'ingénieurs, docteurs. On a tous, grosso modo, une double ou une triple casquette mathématiques, informatique, adossée à un domaine métier. Nous avons 3 principales practices, donc optimisation de la supply chain, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais également nous avons aussi de la planification des ressources humaines, par exemple planifier dans un entrepôt, un hôpital, un aéroport, du pricing et revenu management, c'est ce qui fait que le prix d'une chambre d'hôtel coûte 100 € aujourd'hui, elle coûtera 110 € demain, donc ça peut être aussi dans des avions, des trains. Et 200 € pour les JO. Même plus, je dirais.
Et donc, du coup, nous avons réalisé plus de 800 projets. Donc, on existe depuis 1987. Nous sommes une des toutes premières entreprises à avoir appliqué des méthodes d'optimisation et d'intelligence artificielle dans un milieu industriel. Alors, on a bien utilisé la métaphore de la cuisine algorithmico-mathématique. Nous partons du principe, avec un peu notre expérience, nous a montré que pour répondre à des besoins, pour faire de la bonne aide à la décision efficace et efficiente, on ne va jamais utiliser une seule techno, une seule méthode. La plupart du temps, on va utiliser un peu d'algorithme d'apprentissage, un peu d'optimisation, un peu de statistiques, un peu de règles. Et donc, du coup, nous, notre travail en tant qu'experts, ce n'est pas de mettre en place une techno, mais c'est de donner de meilleures décisions, et c'est vraiment notre travail d'expert de choisir les bons ingrédients pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Donc, dans nos offres, principalement, on va dire que 70% à peu près de notre chiffre d'affaires va être sur de la solution d'aide à la décision. Alors, ça peut être soit des solutions extrêmement spécifiques, pour des besoins très spécifiques. Généralement aussi, on s'adapte à nos clients. Nous ne sommes pas un éditeur de logiciels classique sur étagère. Soit on va créer une application de A à Z pour un client, pour un besoin spécifique. On pourra s'intégrer à l'IT d'un client ou à des ERP, des WMS ou des TMS. Nous ne sommes pas un éditeur de logiciels de gestion, on fait de l'optimisation. Donc en fait, on va un peu booster des WMS, des TMS ou des outils de gestion. Nous faisons également un peu de conseil quantitatif et de l'expertise, à la différence près que en fait, c'est du conseil outillé. Donc on va se baser sur nos composants et nos logiciels pour faire de l'aide à la décision. Donc vous voyez en bas, c'est nos 3 principales plateformes: optimisation des ressources humaines, optimisation de la supply chain et pricing et revenu management. Donc, vous pouvez voir ici un certain nombre de nos clients. Donc, nous sommes multisectoriels, multidomaines. On n'a pas une spécialisation dans un secteur particulier. Et sur la ligne du haut, c'est pas mal de clients pour lesquels on a mis en place des plans de transport. Il y a également, par exemple, des industriels comme Renault pour lesquels aussi on a mis en place des plans de transport. Alors venons-en au projet qu'on a appelé le Line-Haul Optimization Project chez Mondial Relay. Et il est venu d'un besoin triple. Le premier de nos besoins était de mieux servir notre client en s'appuyant sur un schéma directeur plus sobre. Ça, c'était une de nos premières demandes. Donc, c'était bien sûr le respect et l'amélioration de la promesse client, ça c'était un souhait, et l'amélioration de l'efficience du middle mile grâce aux 2 facteurs que j'évoquais plus haut, l'amélioration du taux de remplissage, donc les camions mieux remplis, et une réduction du kilométrage poids lourd, puisqu'on sait qu'1 km poids lourd génère autant de CO2. Donc ça, c'était notre première demande qui faisait partie du cahier des charges remporté par Eurodécision, puisque nous sommes là ensemble maintenant. Le deuxième des cahiers des charges, c'était de s'inscrire dans l'environnement, dans l'écosystème informatique existant déjà. Et donc avec une solution, alors ce n'est pas une solution sur étagère comme le disait Mohamed, mais une solution qui repose sur des gros moteurs maîtrisés par la société Eurodécision, s'inscrivant dans notre besoin. Donc interfaçage avec les autres systèmes d'information, en particulier notre TMS. Et le deuxième des sujets, puisque en fait le projet a eu lieu tout de suite après la fusion avec le groupe InPost, l'idée était de pouvoir aller à l'échelle du groupe et de pouvoir intégrer cette solution au-delà du périmètre initial, qui est le périmètre, ce qu'on appelle Benefralux, donc Benelux, France et Luxembourg. Et Hollande, pardon. Le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'était d'avoir une solution qui nous permet de travailler à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau, ce qu'on appelle le mode design, on verra tout à l'heure dans les use cases. C'est un mode bac à sable, avec peu de contraintes, peu d'ouverture, et ça nous permet, grosso modo, de valider ou de créer le network design, faire le network design. Ça, c'est le premier des sujets, network design du middle mile. Le deuxième sujet, c'est
comme vous le savez, l'activité colis, en fait, on transporte ce que le Père Noël envoie à nos enfants tous les années, enfin tous les ans, de mi-novembre jusqu'à Noël. Et donc, le mode pic est un projet tous les ans pour nous, pour n'importe quel transporteur de colis. Et donc, c'est à ce moment-là qu'à partir des forecasts de fin d'année, eh ben, nous allons faire un design du réseau un peu spécifique pour la pic. Et ce mode permet de démarrer de quelque chose d'existant, d'avoir quelques contraintes et de créer une solution tactique pour passer la pic. Et enfin, vous avez la solution à la maille semaine, ou quelques semaines, voire à la journée, ce que moi j'ai appelé le demand planning, qui permet, avec un plan de transport relativement fermé et décidé, de dimensionner mon plan de transport au plus juste à partir de forecasts détaillés qui viendront alimenter le sujet. Et donc, la société qui a remporté cet appel d'offres, c'est bien Eurodécision, après un RFI et un RFP, tout à fait classique. C'était quand, juste l'appel d'offres? On a la validation du partenariat avec Eurodécision a eu lieu, je dirais, mi-2021, mi-2022. Et on verra tout à l'heure, je vous dirai, on va vous présenter les différentes phases du projet et où est-ce que nous en sommes et ce qui reste encore à faire. Voilà, donc vraiment trois sujets qui pour nous étaient dans notre problématique et qui a abouti à ce choix d'Eurodécision. Mondial Relais, c'est quoi aujourd'hui? Donc, je vous ai présenté les chiffres définitifs de 22, mais Eurodécision, nous on est en train de travailler sur le aujourd'hui et le demain. 3 hubs de tri de cross-dock, 4 hubs de cross-dock, ce que vous voyez en bleu ciel sur la carte, et maintenant 47 agences pour distribuer le dernier kilomètre. Tout à l'heure, Mohamed, ah non, je ne vais pas vous spoiler, il dira tout à l'heure, mais plus de 50 lieux, ça commence à faire beaucoup de potentielles connexions entre nos différents sites. Et donc, on est obligé d'avoir des outils robustes pour pouvoir nous aider à prendre les bonnes décisions. L'organisation aujourd'hui du line-haul chez Mondial Relais, elle est courte et on se devait de se doter d'outils d'aide à la décision pour pouvoir rester dans une organisation à la fois courte, agile et qui prend les bonnes décisions. Une partie conception qui est assez récente chez nous avec une analyste qui a rejoint l'équipe. Une partie achat qui vient nous supporter sur la partie négociation avec leurs transporteurs. Et à côté de ça, toute une partie gestion avec 2 niveaux, les responsables de transport régionaux et les gestionnaires de fret. Le Line-Haul Business Analyst que vous voyez là est l'utilisateur clé de cet outil d'optimisation, en particulier sur les 2 use cases évoqués de design, de network design et de peak préparation, et les utilisateurs, je dirais, gestion, semaine, etc. Demand planning, c'est plutôt les gestionnaires de fret qui vont, eux, derrière, placer les ordres d'achat transport. Alors, pour les non-initiés, de quoi parle-t-on quand on parle de plan de transport? Donc, si vous allez acheter un produit, c'est un chargeur type Amazon, ou que vous allez remettre un colis dans un point relais, ce qui va se passer au niveau du premier kilomètre, c'est qu'il va y avoir un camion, une camionnette qui va venir récupérer ces colis-là. Cette camionnette passera entre 15h, allez, on va dire jusqu'à 18h, puis il va l'acheminer vers ce qu'on appelle un hub, donc un hub de tri. Il faut savoir que ces colis-là qui ont été peut-être collectés à Paris, en région parisienne, doivent être envoyés par exemple à Marseille. Du coup, toute la subtilité ou tout le défi, c'est d'acheminer ces colis en utilisant le moins de camions possible et en faisant le moins de kilomètres possible. Donc, ce colis est trié au niveau d'un hub et après, à partir de 17, 18, 19, jusqu'à très tard le soir, les camions vont rouler la nuit et vont essayer d'acheminer ces colis-là vers d'autres hubs ou d'autres agences qui se rapprochent de la zone d'arrivée du colis pour ensuite être redispatchés, et c'est ensuite qu'ils sont mis dans des camionnettes qui vont livrer le colis dans un point relais et après vous allez venir et récupérer votre colis. C'est une problématique qui est très très complexe
parce qu'il s'agit de trouver le bon chemin pour chacun des colis en utilisant le minimum de camions et avec une contrainte qui est quand même assez importante, qui est le lead time ou le transit time. On ne peut pas se permettre de faire le tour du monde d'un colis pour le livrer en 72 heures. Donc on veut faire du 48 heures, du 24 heures. Je précise que modèle relais 100% routier. Nous n'avons pas d'aérien. Et du coup, nous, on va adresser cette problématique. Il ne suffit pas uniquement de dire quelle est ma liste de camions. Il faut donner la liste des camions par jour sur une semaine. Il faut leur donner les horaires, donc à quelle heure partent chacun de ces camions, à quelle heure ils arrivent à un hub, à quelle heure ils repartent. Et il faut aussi donner ce qu'on appelle le plan de routing ou le montage. Ça veut dire qu'un colis, si je prends un colis, je peux retracer son chemin depuis le hub de départ jusqu'à l'agence de distribution. Et en retraçant ce chemin, on sait exactement par où il est passé et à quelle heure il est passé. Cette problématique est extrêmement complexe. Pour ceux qui étaient à la présentation d'hier, j'avais présenté ce tableau-là sur un cas de 14 sites. Là, on est sur le cas mondial relais. Donc la première colonne nous donne le nombre de sites dans un réseau. Plus j'augmente mon nombre de sites, plus j'ai un nombre ou une combinaison, une combinatoire de chemins possibles qui explose. Mondial Relais se situe à peu près entre 40 et 50 sites. Donc si je veux voir juste les chemins possibles pour acheminer un colis, vous voyez le chiffre, on a vu tout à l'heure, c'est un trillion ou un trillion, quelque chose comme ça. Donc beaucoup de chemins possibles. Si je décide dans mon plan de transport de faire un plan de transport, alors c'est pas simple, mais je mets des guillemets, qu'avec des camions directs, ça veut dire que je m'interdis de faire des camions qui font ABC. Donc déjà, j'ai 2500 camions possibles. Donc, et si je veux créer des camions avec des stops, là, j'en vais en avoir 10 fois plus de possibilités. Et si je rajoute à ça le fait que pour chaque camion, je dois lui donner un horaire de départ à la minute près, donc on ne donne pas des plages, donc vous voyez que la combinatoire explose. C'est là où des outils qui vont faire des calculs de manière très, très intelligente et très, très rapide vont pouvoir nous aider à prendre les meilleures décisions. Alors, attention, vous avez peut-être ici, il y en a qui font du plan de transport, vous avez ces chemins-là, il y a bien des camions qui roulent, donc les colis arrivent bien à destination, mais nous, notre objectif, c'est de les faire arriver à destination avec la meilleure manière, en utilisant le moindre de ressources possible, le moins de kilomètres possible et le moins de camions possible. Pour résoudre ce problème, nous, on va utiliser un de nos composants, Scope Transport, qui est une solution d'optimisation des plans de transport. Elle va se baser sur un certain nombre de données d'entrée. Donc, ça, c'est la présentation générique, on va dire, de Scope Transport. Avec, on va voir la structure du réseau, les sites d'envoi, les sites de réception, les sites de massification, les hubs, les vecteurs de transport. Donc là, on est dans un cas où on n'a que du camion. On va avoir les coûts du réseau. On va peut-être vouloir optimiser le transport. On va aussi vouloir optimiser les opérations logistiques, parce que quand on fait un cross-dock, quand on décharge un camion, il y a des gens qui travaillent. Donc du coup, on peut inclure ça. On peut inclure aussi des émissions de CO2. Et ce qu'il y a de bien quand on a ce type d'outil, c'est qu'on peut en gros optimiser tout simultanément. C'est-à-dire qu'on ne va pas optimiser que le transport et après on va se dire finalement ça me fait trop cher en logistique. On optimise le tout. Et après on va avoir des contraintes. Donc les contraintes vont différer d'un client à un autre, mais principalement dans les plans de transport type e-commerce messagerie. Donc on a les capacités bien évidemment, les capacités de tri, les capacités des véhicules. Et on a aussi cette contrainte de délai. Ça veut dire qu'un camion, on doit lui donner son horaire de départ, mais il ne peut pas partir à n'importe quelle heure. Il ne peut pas arriver à n'importe quelle heure. Donc il y a des fenêtres de temps à respecter. Et en gros, en prenant tout ça, l'outil, lui, il va calculer les meilleurs chemins, les meilleurs camions, il va proposer des solutions et j'insiste, il ne donne pas uniquement que le plan de transport, c'est un outil couvrant. Donc cet outil-là, les résultats de cet outil vont être exploités par le transport et par ce qu'on appelle le réseau, les agences, parce qu'il leur donne une indication très très précise sur ce que devrait être leur plan de tri si on veut avoir un plan de transport tiré par les flux. Autre point avant que j'oublie, donc dans ces problématiques de plan de transport, nous on part d'un principe simple. On se dit que si un outil, on ne peut pas le surcontraindre pour qu'il nous fasse exactement, pour recréer une situation, ça veut dire que l'utilisateur il va avoir des camions qui vont lui échapper, il ne pourra pas avoir le contrôle sur les résultats. Donc on a un système interactif d'aide à la décision, on appelle ça comme ça, dans l'outil, qui va permettre à un utilisateur, par exemple, de dire « Ok, moi je sais que j'ai une vingtaine de tractions stratégiques pour lesquelles j'ai négocié de très très bons tarifs, je ne veux pas les remettre en cause, mais je veux que l'outil m'optimise le reste. »
On peut très bien aussi interagir en disant « Ok, ce colis-là, je ne veux pas qu'il passe par ce site ». Donc, ces interactions-là permettent d'avoir des solutions qui ne sont pas, on va dire, hors sol, qui sont faisables opérationnellement. Et en dernier point, donc la méthodologie, on va dire assez classique, mais on va mettre quelques points de vigilance pour la mise en place d'un outil. Donc phase 1, ça va être tout ce qui est cadrage. Phase 2, on va faire un minimum viable product. Phase 3, industrialisation, puis maintenance. Quelques points de vigilance sur la première phase qui est souvent très sous-estimée et qui est extrêmement importante sur la phase de cadrage. Là, ça va se passer, on va faire des ateliers pour bien comprendre les règles métiers, pour récupérer les données, pour être sûr que les données sont bien certifiées, qu'on a bien les données qu'il nous faut. Donc il ne faut pas sous-estimer cette phase-là parce que si on la fait bien, toute la suite du projet va bien se dérouler. Deuxième phase, on appelle ça, nous, le minimum viable product. On n'aime pas trop être dans une optique où on va dire, OK, dans 6 mois, on se retrouve et on vous donne un outil. On va faire des livraisons assez régulières avec une première version, avec des fonctionnalités minimales qui permettent peut-être un peu d'avancer ou de travailler. Et au fur et à mesure, on se dit qu'un outil, c'est vivant. Demain, on va vouloir ajouter de nouvelles contraintes, on va rajouter de nouvelles technos, on va avoir demain... On avait parlé de véhicules plus légers, donc il faudra intégrer ça. Donc du coup, l'outil, il vit. Il n'est pas fait en one-shot comme ça, il vit constamment. Et voilà, donc après, industrialisation et maintenance. Support. Alors, les résultats de ce projet, où est-ce que nous en sommes? Alors, je reviens sur les 3 pans de ce qu'on avait demandé. Le premier pan, c'est l'intégration dans l'écosystème existant. Donc ça, c'était une de nos demandes. Et donc là, je vais vous présenter Scope, dans quoi ça s'intègre. Donc ça s'intègre dans notre écosystème qui est constitué d'Acteos, qui est notre TMS actuel. Ça vient être alimenté par des forecasts qui sont générés par notre département data, au format qui va bien pour Scope. Également, la data nous fournit les historiques. Le data et le TMS nous fournit des historiques comme base de comparaison. Et puis après, on vient rajouter ce que disait tout à l'heure Mohamed, un certain nombre de paramètres qui nous permettent de pouvoir faire tourner l'optimisation sur les différents axes qu'on a évoqués plus tôt, en particulier l'axe vert, qui est la limitation du nombre de kilomètres et le taux de remplissage des camions. J'ajouterais aussi que, c'est ce que disait tout à l'heure Mohamed, nous, chez Mondial Relais, on travaille sur 2 modes de chargement, le chargement vrac et le chargement conteneurisé. En chargement vrac, l'avantage, c'est qu'on met quasiment 4/3 enfin, on met 25% de colis en plus que dans un camion conteneurisé. L'outil d'optimisation prend en compte aussi non seulement les kilomètres, mais le remplissage en fonction du mode de remplissage que l'on opère. L'outil donc Eurodécision travaille dans les modes qu'on avait évoqués tout à l'heure. On garde toujours la main, l'équipe garde toujours la main pour avoir un œil, pour trouver s'il y a des résultats qui sont aberrants, pour faire retourner. Et donc on est en mode itération. Et au final, donc on accepte un plan de transport que l'on vient charger par interface dans notre TMS. Ici, vous avez les grandes étapes du process qui part d'un budget ou d'un forecast ventilé par site d'origine, site de destination. C'est le minimum dont a besoin un outil d'optimisation. Les caractéristiques des sites, des paramètres que l'on veut faire tourner. Tout ce qui est bleu, c'est Scope, l'outil Eurodécision qui vient le donner. Et moi, j'ai 2 gros livrables. 1, une proposition de plan de transport. Et 2, ce qu'on disait tout à l'heure, le plan de tri, donc la façon dont les sites qui reçoivent des colis doivent les envoyer. La 3e problématique qu'on avait évoquée tout à l'heure lors de l'appel d'offres, c'était l'optimisation à 3 niveaux. Bac à sable, pic préparation et le day-to-day business. Eh bien, Eurodécision correspond parfaitement à ces 3 modes de fonctionnement. Ce qu'on appelle le bac à sable, c'est ce qu'on appelle le design use case, qui est très peu contraint, qui nous permet de faire le network design.
et on le verra plus loin, qui nous a permis aussi de nous projeter dans plusieurs années. Le deuxième cas, qui est le cas, voilà, je prépare la saison haute, qui va me donner les grandes tendances et les solutions tactiques que je vais devoir trouver pour la haute saison. Et enfin, c'est le demand planning à l'échelle S+1, J+1, pour ajuster le plan de transport en fonction de la demande la plus juste et à la journée. Et vous voyez, le lien avec le TMS est de plus en plus ténu. Sur le bac à sable, il n'y a aucun lien avec le TMS. La préparation de la pique, par exemple, ça donne un squelette. Et à la semaine, on est sur le plan de transport complet, avec tous les détails, les horaires, etc. Et le premier sujet, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, hein, l'amélioration du taux de remplissage, la réduction des kilomètres, qui vient réduire notre empreinte carbone. Et donc, au travers de ce petit planning, donc vous voyez, aujourd'hui, on a commencé avec Eurodécision et le MVP, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le MVP, un long-term design, donc au printemps 2023, donc après 9-10 mois de travail, de workshop, de ressources internes insuffisantes pour pouvoir faire les workshops et d'aller-retour, tu pourras le dire Mohamed. Donc nous avons commencé par travailler en mode bac à sable et nous avons déterminé que notre modèle de middle mile, très grosse mile, pour 2024-2025. Vous voyez, donc on s'est projeté à 2 et 3 ans. Et on voulait aussi s'assurer qu'un certain nombre de décisions, de se rassurer même, qu'un certain nombre de décisions qui étaient en partie sur des intuitions, en partie sur des croyances, étaient le bon dans les grandes lignes. Et on l'a complété par un certain nombre d'enseignements sur cette phase-là. Et donc ça a confirmé notre choix, nos coûts. Ça m'a permis aussi accessoirement de faire un plan et un budget en termes d'empreinte carbone et de coûts. Le deuxième sujet, c'est le peak design. Donc là, on commence à avancer, le peak design de l'année 2023, donc le plan de transport qui a lieu en ce moment même, puisque la saison a démarré. Il n'est pas encore complètement intégré. Par contre, il nous a servi de grande inspiration et il nous a aussi servi à faire un grand changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de croyances, les colis devaient toujours transiter par tel... Moi, j'étais une agence du dernier kilomètre, je devais envoyer 100% de mon trafic, etc. L'outil remet en cause tout ça et nous permet d'optimiser et d'équilibrer beaucoup mieux le plan de transport et derrière d'avoir une empreinte carbone au colis bien moindre. Et donc, nous l'avons largement utilisé pour le plan de transport de cette pique. En ce moment même, c'est là où nous en sommes sur la partie orange. On transfère la phase projet aux équipes du business as usual et en particulier le demand planning. C'est vraiment l'actualité en ce moment. On est en train de transférer à l'analyste et s'autonomiser pour pouvoir faire ce demand planning. La prochaine étape, c'est la connexion au TMS. Et début d'année prochaine, connexion au TMS pour tout début d'année prochaine. Et l'année prochaine, on a aussi un nouveau projet puisqu'on est en train de changer également notre TMS et donc un certain nombre d'interfaces qu'on va vouloir changer. L'outil s'inclut dans notre écosystème qui lui-même est quelque chose de vivant, un organisme vivant. En plus de cette optimisation qui nous permet de réduire notre empreinte carbone par colis et par transporteur, Mondial Relais on travaille en partenariat avec un certain nombre de sociétés et de transporteurs pour faire une grosse transition vers le biocarburant. Et on va vous les annoncer prochainement, mais on avance beaucoup sur ce domaine du biocarburant chez nous. Voilà pour le projet Mondial Relais Eurodécision. Bon, merci beaucoup Benoît, merci Mohamed. On va déjà peut-être vous applaudir une première fois pour cet exposé. Alors j'avais un peu peur qu'on n'ait pas le temps pour les questions, ce serait dommage quand même. Est-ce qu'on a environ 5 minutes, mais on va faire des questions courtes, des réponses courtes, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Donc moi j'ai peut-être une question quand même pour essayer de bien comprendre, après on passera à la question du monsieur au deuxième rang. Juste sur
le changement de mindset, on en parlait tout à l'heure, est-ce que là, le fait d'optimiser un plan de transport, par exemple, j'avais l'impression qu'auparavant, on l'optimisait puis on le gardait pendant un certain temps. Est-ce que là, le fait d'avoir... Vous parlez d'outils d'aide à la décision, donc ça veut dire que c'est dynamique et on change enfin, très souvent de plan de transport. Finalement, il n'y a pas une pérennité du plan de transport. Alors, on ne peut pas changer le plan de transport tous les jours, c'est pas possible. En tout cas, notre structure telle qu'elle est organisée chez Mondial Relais ne le permet pas. Ça, c'est une certitude. Donc, au minimum, ce qu'on a convenu, c'est qu'on ne le changeait pas au sein d'une même semaine. Voire, chez Mondial Relais, en fait, on a défini ce qu'on a appelé des fonds de tarte, voilà, des fonds de tarte de différentes couleurs, qui permet, en fonction d'un forecast de nombre de colis par semaine, et après, nous, on a des répartitions et des clés de répartition qui, dans le temps, bougent peu, permet d'avoir un squelette de plan de transport pour certaines périodes. Voilà, dans l'année, c'est vert. Là, on attaque la pique, ça devient jaune, orange, rouge. Et ça nous permet d'avoir les grandes tendances. Et derrière, quand on fait le demand planning, on choisit la couleur. Et on fait tourner donc, concrètement, ça veut dire que ça change tout. Le plan de transport peut changer d'une semaine sur l'autre ? Le plan de transport, dans l'absolu, peut changer d'une semaine à l'autre. Ce qui n'est pas forcément, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'est pas le cas que l'on avait avant, mais aussi c'est un changement pour nos transporteurs. Oui. Parce que alors, on a quand même défini, au-delà de dire qu'on a un plan de transport de chaque couleur, on a aussi un plan de transport commun tout le temps, qui permet d'optimiser aussi des relations avec des fournisseurs et de s'asseoir sur sur quelque chose qui est en permanence toute l'année. Le fameux fond de tarte. Voilà, le fond de tarte. Ok, j'ai compris. Juste un petit complément sur le changement de mindset aussi. C'est qu'avant, donc, quand on est arrivé, donc, il y avait une logique un peu régionale du plan de transport, de l'optimisation du plan de transport. En gros, voilà, les agences du Sud vont vers le hub qui est le plus proche. Et en fait, l'outil a permis justement de se dire, on sort de cette logique un peu régionale, qui était peut-être un peu simple avant pour gérer un plan de transport, mais maintenant qu'on a un outil, on peut avoir une vision centrale, globale. Et du coup, ça a donné vraiment des indications sur, moi j'allais toujours vers ce site-là, mais du coup, je peux finalement aller me rattacher à un autre hub. Donc on ouvre un petit peu, on a une vision beaucoup plus globale. Voilà, chez Mondial Relais aussi, un hub, ça voulait dire un plan de transport national. Et maintenant, on a des plans de transport régionaux aussi. Alors, on a eu une question, c'est le monsieur au deuxième rang. Bonjour, Florent Haguin, directeur transport chez Groupe Forvia. Vous avez réduit, donc, si j'ai bien compris, de 45% vos émissions de CO2. Alors, c'est énorme. Félicitations. Dans les leviers que j'ai pu entendre aujourd'hui, donc, il y a la partie transition biocarburant, votre implantation de vos hubs, et un taux de remplissage des camions plus important. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont permis d'atteindre ce résultat très impressionnant ? Alors les 45%, c'était essentiellement lié au passage aux normes Euro 6.2, etc. Donc là maintenant, c'est l'étape d'après de la décarbonation. Donc oui, biocarburant, on est très offensif dessus. On reviendra dessus et la communication aura lieu bientôt. On travaille sur le dernier kilomètre à l'électrification. Notre flotte commence à être de plus en plus électrifiée. Alors forcément, ça s'électrifie plus vite là où il y a des contraintes déjà dans les LFE, etc. Mais on va au-delà de ça. Ainsi que la mise en place sur nos sites du dernier kilomètre d'infrastructure pour pouvoir recharger avec nos partenaires du dernier kilomètre. Donc ça fait partie des initiatives que l'on prend et qui vont venir contribuer justement à cette réduction en plus de ce qu'on a évoqué là et des biocarburants. Ouais. Est-ce qu'on a une dernière question ? Parce que là, sinon, après, je vais me faire taper sur les doigts. On ne peut pas prendre autant de retard qu'à la dernière conférence. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Voilà, une dernière question. Monsieur. Merci, bonjour. Je m'appelle Mamadou, je suis étudiant en bachelor supply chain et apprenti en pilote transport approvisionnement. Merci pour votre exposé d'abord. Et j'avais des questions. Est-ce que vous faites des opérations France vers l'international ? Et si oui, est-ce que vous avez des soucis de délai puisque vous n'avez pas de flotte aérienne ? Merci. Alors, nous sommes Mondial Relais. On est déjà connecté Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Hollande, France. Très prochainement avec la Pologne. Et on fait tout en routier.
tout est en routier. On n'a pas les mêmes promesses clients. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de délivrer du J+1 vers la Pologne. Hein, et on reste sur un produit hors domicile bon marché. Donc on reste sur du transport non aérien. Alors on veut rester sur un produit moins onéreux que la livraison à domicile et sans l'aérien, sans l'impact carbone de l'aérien. Donc, ce n'est pas de l'express. On n'est pas sur ce marché-là. Et juste là, je triche, tant pis. Moi, j'en pose une de questions. C'est la dernière. Ça n'a pas tellement de rapport finalement avec la partie transport, mais finalement, à terme, là, on voit il y a quand même la montée en puissance des consignes automatiques. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, le rôle va changer des points de retrait? Est-ce que vous allez toujours en garder autant, ou est-ce que finalement, il y en a un qui va se substituer à l'autre dans ce type dans ce réseau? Alors, Mondial Relais a la chance d'être une entreprise en croissance. La croissance, on le fait sur les points relais et on maintient nos points de proximité. Vous faites de la croissance sur les On fait de la consignes. croissance sur la consigne. Ouais. Voilà. Donc, on va maintenir notre réseau de commerçants parce que les Français sont habitués et ont besoin de ce lien aussi, le lien social pour un certain nombre de choses. Et puis ça donne aussi, en particulier dans les zones rurales, un service plus. La croissance, puisqu'on a besoin d'être de plus en plus près de nos clients, elle se fait plutôt autour des consignes et dans les lieux où aujourd'hui on avait peut-être des difficultés à recruter des commerçants pour être plus près. Vous avez fait des études justement au niveau de l'impact CO2 entre les consignes et les points de retrait, c'est exactement la même chose, ou bien il y a des différences? On ne va pas se cacher, une consigne standard, il y a un ordinateur à l'intérieur, il y a un peu de mécanique, mais il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de... Voilà, donc, mais on n'a pas fait de comparaison entre les deux. Non, on n'a pas fait... Ok, bon, bah, je suis désolé, mais c'est vrai qu'il faut qu'on respecte les horaires, donc n'hésitez pas à aller poser des questions, il est encore temps, hein, le salon ne ferme pas tout de suite, hein, donc posez des questions à Benoît et Mohamed sur le projet et puis sur le stand d'Eurodécision. Voilà, B14. Un locker, ça consomme comme un frigo à peu près, c'est ce qu'on m'avait dit. Ok, bon, bah, je garde ce chiffre en tête alors. Merci beaucoup, à bientôt.